C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Alexandre Carra, vous recevez le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. On a appris hier soir la disparition brutale de Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA pendant près de 10 ans. C'est une grande figure du monde agricole qui nous quitte. C'est une figure du monde de l'agriculture qui vient de nous quitter. C'est une figure qui était attachante. J'ai bien connu Jean-Michel Lemétayer. Il était il y a quelques jours au ministère encore. Il était venu me voir quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture. Et c'est quelqu'un qui était de ces professionnels de l'agriculture avec une grande sincérité, une vérité dans ce qu'il disait. Il croyait à l'ambition pour l'agriculture française. Il a été l'un des créateurs du SPACE aujourd'hui, qui était une vitrine pour lui magnifique de ce qui pouvait être montré par les agriculteurs, en particulier du Grand Ouest et dans l'élevage. Donc la famille de l'agriculture elle vient de perdre l'un des siens et un des grands leaders de cette grande famille. Au moment où l'agriculture traverse un certain nombre de problèmes, la FNSEA vous interpelle sur les orages, les inondations, les grêles. Le début de l'été a été riche en intempéries dans toute la France. Alors comment allez-vous aider les agriculteurs ? Eh bien là, on a mis en place tous les dispositifs qui sont à notre disposition, à la fois sur les reports de cotisations au niveau de la MSA, sur la mobilisation du fonds de calamité, sur l'organisation aussi de l'accès au fourrage pour tous les éleveurs qui n'ont pas pu avoir la production qu'ils attendaient parce que les terres étaient inondées, parce qu'ils n'ont pas pu semer suffisamment tôt. Donc, dans chaque préfecture, à chaque endroit où il y a eu ces problèmes, aujourd'hui, il y a des cellules qui travaillent et qui mettent ensemble, de manière coordonnée, en œuvre tous les outils qui sont à notre disposition. Après, l'évaluation de tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'endroits où il y a eu cette année de graves intempéries, en particulier sur des inondations torrentielles comme celles qui ont eu lieu dans le sud-ouest et dans les Pyrénées, que j'ai moi-même été visiter. Eh bien, tout ça se fait en ce moment. On aura une évaluation qui sera faite et on pourra mesurer à partir de là quelle a été l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, je le dis, partout, dans tous les départements, les préfets, les DRAF, les DDT sont à l'œuvre pour répondre aux besoins des agriculteurs et en particulier dans l'immédiat, dans le présent, c'était la question des fourrages. J'ai autorisé d'ailleurs très tôt le fait qu'on puisse utiliser les jachères pour pouvoir récolter du fourrage pour les éleveurs. Il y a aussi les vignobles de Bourgogne qui ont été fortement touchés ou les récoltes de colza dans l'Eure. Est-ce que vous étudiez des indemnisations précises ? Alors, à chaque fois, il y a deux processus. Il y a ce qu'on appelle l'assurance, puisqu'il faut être protégé contre les intempéries sur les récoltes. Et puis après, il y a au-delà, lorsqu'il y a au travers des aléas climatiques, des dégâts sur le fond qui remettent en cause la production de manière structurelle. Et c'est là que les fonds de calamité, puis l'ensemble des mesures sont prises. Mais je le dis, je le répète, à chaque fois qu'il y a eu un problème, on a été et on est mobilisé. Ça nécessitera, je le dis aussi ce matin, une réflexion sur la manière dont on organise le financement de l'ensemble de ces problèmes et de ces aléas climatiques. Le réchauffement climatique risque de conduire à une intensité et peut-être une fréquence plus grande de ces aléas climatiques. Et donc, on a, à terme, à bien réfléchir à la méthode qu'on va mettre en œuvre. Ça veut dire que vous allez lancer une réflexion, par exemple, sur la gestion des risques ? C'est déjà fait. La réflexion est déjà lancée. Et ça va prendre quelle forme ? Ça va Bien, on va aboutir voir sur avec une la loi ? réforme de la politique agricole commune, ce qu'on peut mobiliser, la manière dont on va s'organiser, à la fois sur la calamité, les fonds de calamité, c'est-à-dire la question de la solidarité, ensuite comment on peut mutualiser aussi un peu plus les risques, et faire en sorte qu'on ait à partir de là un dispositif qui permette de couvrir ces coûts qui sont liés à des aléas qui malheureusement, vous l'avez vu cette année, sont extrêmement... cause de grosses difficultés dans tous les endroits où on les a connus. L'Union européenne a décidé au mois de juillet la fin des aides sur les exportations de poulets. Alors l'Europe, en quelque sorte, n'a-t-elle pas signé l'arrêt de mort de la filière avicole française ? Alors l'Europe a signé l'arrêt de mort de restitution de manière globale qui étaient déjà annoncées comme supprimées depuis longtemps. Il a fallu se battre pour retarder cette décision. Elle appartenait à la Commission en tant qu'organe d'application des règlements qui gèrent la politique agricole et en particulier les OCM type la volaille. Donc il faut qu'on trouve d'abord les moyens de penser notre filière à l'export
dans les années qui viennent. À terme, on le sait, il n'y aura plus de restitution, il n'y en a plus déjà. Et en même temps, aujourd'hui, dans l'immédiat, on a fait un recours pour contester la décision qui a été prise extrêmement rapidement, avant l'été. On aurait pu, c'est ce que je souhaitais, aller jusqu'à la fin de l'année et permettre comme ça aux entreprises qui en bénéficiaient jusqu'ici de pouvoir s'adapter. Donc on va s'adapter, travailler de manière structurelle pour l'avenir. On doit avoir et on va garder cette grande filière à l'exportation et en même temps on fera un recours. Oui, mais comment faire pour la garder dans ces conditions? Par exemple, l'entreprise Doux va perdre 55 millions d'euros d'aide. Alors, dans ces conditions, comment Doux peut survivre? Dans ces conditions, c'est difficile. On a rencontré les entreprises qui sont concernées. On est en train de travailler sur des plans d'investissement pour améliorer la compétitivité. On est en train aussi de prendre des contacts avec les marchés sur lesquels s'exporte cette volaille pour savoir si ils sont pérennisables ou s'il y a un intérêt. Je confirme qu'il y a des marchés à l'exportation pour la volaille française. Je l'ai moi-même constaté dans les grands pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Aujourd'hui, personne dans ces pays ne souhaite être dépendant uniquement d'un exportateur, et en l'occurrence du Brésil. Cette filière a besoin d'argent Mais aujourd'hui. concrètement, elle a besoin justement d'argent, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de soutien. Donc on est en train de voir de quelle manière on va organiser à nouveau cette filière. Mais l'idée qui consisterait à dire, ça y est, on perd 55 millions et donc on compense par 55 millions, non, c'est pas comme ça qu'on fera. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de le faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on s'organise pour donner de la compétitivité, pour garantir les débouchés et réorganiser et donner les moyens à ces entreprises d'investir. Ce matin, vous assistez à une réunion sur les retraites agricoles avec Marisol Touraine. Un des engagements de campagne de François Hollande était d'assurer un minimum retraite à 75% du SMIC pour les agriculteurs après une carrière complète. Est-ce que cette promesse va être tenue? Elle est en cours d'évaluation. Elle sera proposée ce matin. On est en train de mettre en œuvre les promesses qu'a fait François Hollande. S'y ajoutera d'ailleurs aussi une revalorisation sur les retraites des conjointes et des femmes, dans le choix qui a été fait par le gouvernement sur l'équilibre et l'égalité hommes-femmes. On est vraiment là, dans les retraites agricoles, sur les plus petites retraites. Donc on est dans la conception de la réforme de la retraite qui sera présentée par Marisol Touraine et le gouvernement. L'idée à la fois de tenir compte des déséquilibres qui sont ceux que connaît le régime, mais avec la volonté de pérenniser ce régime et d'être juste dans cette réforme, c'est-à-dire de revaloriser des toutes petites retraites, puisque les retraites agricoles sont les plus petites aujourd'hui. Donc vous dites ce matin aux agriculteurs qu'il y aura bien un minimum retraite à 75% du SMIC. Il y a dans les propositions que nous allons discuter ce matin, cette proposition. Ils réclament aussi le retour du calcul de leur retraite sur les 25 meilleures années et non pas sur la totalité de leur carrière, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça semble quand même assez raisonnable comme demande, non ? Sur cette demande, il y a eu des évaluations qui ont été faites, puisque vous savez que des agriculteurs sur les 25 meilleures années, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes éleveur bovin dans un endroit, céréalier dans un autre. Donc c'est une proposition, c'est une demande qui a été faite par la profession agricole. Ce que je veux dire ce matin, c'est que l'axe que nous allons présenter ce matin avec Marisol Touraine, c'est à la fois la revalorisation des petites retraites et puis la revalorisation aussi des retraites des conjointes. À l'agenda toujours, le Conseil d'État devrait statuer d'ici demain sur l'interdiction d'un maïs OGM, le Mont 810. Alors si l'interdiction est levée, qu'allez-vous faire ? Alors le Conseil d'État va s'appuyer sur la base juridique qui avait été choisie par le gouvernement précédent pour interdire ce maïs. Le Conseil d'État n'est pas encore le décideur. Ce n'est pas lui qui dit si on peut ou pas interdire. Il dit simplement si les bases juridiques qui sont utilisées sont les bonnes ou pas. Donc, de toute façon, je ne sais pas ce que dira le Conseil d'État, on va attendre quand même. Mais quelle que soit la décision, la ligne du gouvernement sera la même. Nous ne sommes pas favorables. C'est-à-dire si l'interdiction est levée, vous allez de nouveau interdire ce maïs. On va interdire. Nous ne sommes pas favorables à l'utilisation de ces maïs OGM. En particulier ce Monsanto 810 qui est un maïs résistant à des herbicides. Il y a autre chose à faire. La modernité de l'agriculture, c'est pas uniquement, ça a été trop souvent dit, où on a laissé entendre que c'était ces grandes techniques d'OGM, en particulier sur les OGM résistants aux herbicides ou OGM pesticides eux-mêmes. Franchement, il y a des techniques qui sont aussi performantes, voire plus performantes, et on va les mettre en œuvre aujourd'hui. Stéphane Le Foll, vous dites vous-même qu'il faut dépasser le débat entre pro et anti-OGM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se contente de ce débat, on évite de penser les modèles agricoles dans leur globalité. Moi, j'ai connu ce débat depuis des années. Vous êtes pro, vous êtes contre. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous interdisez pas. Mais attends,
en termes politiques, en termes d'objectifs pour l'agriculture, et en particulier pour ceux qui veulent une agriculture qui intègre la question environnementale, c'est un débat qui enferme tout le monde dans pro ou contre OGM, alors qu'on a besoin de créer une dynamique nouvelle, c'est l'agroécologie. Stéphane Le Foll, autre inquiétude pour le monde agricole. En 2014, les agriculteurs pourraient voir diminuer ou disparaître la fiscalité avantageuse dont ils bénéficient sur le gazole pour cause de fiscalité verte. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce qu'on va faire, c'est que sur cette question-là, il est hors de question que l'agriculture soit, comment dirais-je, on annule les avantages. L'agriculture sur le gazole, elle a un certain nombre d'avantages. La fiscalité écologique, elle est prise de manière globale. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est Donc comme... vous préserverez les intérêts du monde bien sûr, agricole. on préserve les intérêts du monde agricole. En même temps, on ira aussi dans le sens d'une fiscalité qui intègre l'idée que dans les énergies fossiles, il y a besoin de réduire leur consommation. Et c'est ce que je vais proposer aussi. Stéphane Le Foll, merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci Alexandre Carra et merci Stéphane Le Foll.